Donc vraiment, je prends le temps d'insister sur renseigner bien correctement et intégralement votre classeur UO dès la V1, parce que souvent on insiste sur les tableaux de contrôle 1 et 2, mais si on veut que vous puissiez travailler de façon profitable et avoir le maximum de contrôles réalisés, il est important, même si on a des questions sur la ventilation des charges en onglet 3SA, et qu'on vous dit, tiens, c'est bizarre, l'année dernière, il y avait moins de PS ou plus de PA ou je ne sais quoi, il y a quand même toute une logique où on va vous poser des questions sur vos UO qui, quand vous aurez fait la bonne ventilation des charges, si on est sûr de vos UO, on peut tout de suite passer à la V2 sur l'analyse des coûts unitaires. Alors que si vous vous dites, bon, on va déjà réfléchir à tout ça en premier et puis on regardera le reste après, ben, ça veut dire qu'une fois qu'on est à peu près certain de votre ventilation des charges, on est obligé d'attendre d'être OK sur les UO pour pouvoir commencer à faire l'analyse des coûts unitaires. Contrôle des données PMSI et contrôle de cohérence sur vos données PMSI. Donc, le premier contrôle de cohérence, il va être sur les tableaux 2.8 et 2.9, qui vont être la cohérence sur vos données du fichier 1 et la cohérence de vos paramétrages et de votre découpage analytique et de votre paramétrage des sacs. Donc, le tableau de 8, ça va être le premier contrôle de cohérence sur est-ce que les types de prise en charge que vous avez indiqués, qui sont donc séances ambulatoires ou hospitalisation complète, sont cohérentes avec les durées de passage. Les durées de passage, vous n'allez pas pouvoir les modifier, c'est votre PMSI, c'est vous avez envoyé une UM qui a des séjours qui sont restés 1 jour, 2 jours, 3 jours chez elle et vous avez envoyé votre UM sur une SAC. Donc, si votre fichier 1 il est correct, ben normalement, une section qui est déclarée en ambulatoire ne doit avoir que des passages de moins d'une journée. Donc, si bémol il y avait, il faut vérifier votre fichier 1. Juste deux particularités. Vous avez des sections qui peuvent avoir une activité ambulatoire très très importante. Notamment, je pense à certaines sections de soins critiques où on va avoir une unité de déchocage qui va faire de très très courts séjours en soins critiques ou l'UHCD qui réglementairement reste moins de 48 heures et souvent moins de 24 heures. Ces sections sont obligatoirement à déclarer en hospitalisation complète. Et sinon, à vous de renseigner correctement les durées de passage. Alors, il faut que ces durées de passage soient cohérentes avec vos modes de prise en charge soient cohérentes aussi avec votre organisation du service. C'est-à-dire que si vous avez un service qui accueille beaucoup de séances, mais où vous dites non, on est vraiment organisé en hospitalisation de jour et on ne fait pas que de la séance, ben, renseignez plutôt de l'HDJ. Et si vous avez un séjour qui a une activité significative en ambulatoire, mais qui est vraiment organisé comme de l'hospitalisation complète avec du personnel de nuit, etc., renseignez l'organisation correcte de votre service. Ensuite, on a le tableau de neuf avec des types d'autorisation. Donc là, on est plus sur l'UM. Si vous vous souvenez de la toute première dépôt où on avait entouré les UM d'hébergement et à côté, on avait les UM d'autorisation, le 2.9, on est bien sur les UM d'autorisation. Donc là, on va contrôler, et c'est ce qu'on retrouve au rapport de supervision de fin de campagne, on va contrôler que vos autorisations spécifiques sont bien dans des sections spécifiques. Donc, ça va concerner tous les soins critiques, la néonate, etc. Et si ça n'est pas le cas, il va falloir soit qu'on voit si on peut vous mettre une recommandation, soit que vous expliquiez votre organisation. On a des gens qui, par exemple, vont nous expliquer que, oui, ils suivent quelques sections de soins continus, mais que par contre, ils ont beaucoup de soins continus répartis dans les services, ce qu'on appelait avant les lits chauds, par exemple, et qu'ils ne sont pas en mesure de switcher de façon pertinente la section qui accueille du soin continu et de l'hébergement classique sans dénaturer le suivi des charges.
et auquel cas, là, on va arbitrer avec vous sur le fait que la justesse de la ventilation doit primer sur la finesse du découpage. Donc, on va avoir ça quelquefois sur le soin continu. On peut l'avoir aussi quelquefois sur du palliatif, etc. Donc là, ça va être des choses à regarder par rapport aux informations qui sont dans le tableau de contrôle et à justifier par rapport à votre superviseur, sachant que on vous a repris ici dans le guide de lecture des tableaux de contrôle, vous avez une information sur quelles sections analytiques sont attendues pour quel type d'autorisation. Ensuite, les contrôles PMSI. Donc là, on a parlé du contrôle PMSI sur les sacs, les contrôles PMSI sur les SAMT. Les contrôles PMSI sur les SAMT, il faut en préambule bien comprendre que nous, tout ce que vous mettez sur les SAMT, on ne le voit pas. Compte tenu des problématiques de confidentialité, ce que vous renseignez sur les SAMT, ça va être votre fichier 3, ça va être votre fichier 4, et éventuellement le fichier 5 sur l'AREA, mais il est très très rare. Et donc, on ne peut que vous poser des questions par rapport au tableau de contrôle en vous expliquant comment le tableau de contrôle est construit et en vous disant, bah, maintenant qu'on vous a expliqué comment le tableau est construit, il faut que vous alliez regarder dans le logiciel Visual ENC, auquel nous, en tant que superviseur, on n'accède pas, et où vous allez retrouver les informations détaillées sur les atypies qui nous ont amené à vous poser des questions. On va vous dire, il y a X trucs qui vont pas bien, et vous allez avoir le détail. Donc, on va pouvoir vous dire, vous avez plus d'UO que le PMSI, vous en avez moins, vous avez des séjours que vous n'avez pas, et ça sera uniquement en allant regarder Visual ENC que vous allez télécharger sur la base, enfin, vous allez télécharger Visual ENC et vous allez le récupérer par la suite de vos traitements sur le site de téléchargement de la TIH. Et il n'y a que vous qui allez pouvoir le voir. Alors, je sais qu'il y a quelques établissements qui, quelquefois, nous le communiquent en mettant des commentaires à côté. Dans la pratique, on n'est pas censé le voir. Donc, ces contrôles des tableaux 4, ça va être d'abord de regarder que les rattachements des séjours séances, quand on rattache des séjours séances sur des SAMT, soient corrects par rapport à la nature des SAMT. Et puis, ou même des sacs pour les séjours en J. Et puis après, tous les autres contrôles, c'est la cohérence entre les UO que vous déclarez dans vos fichiers Aramis par rapport, cette fois-ci, pas aux UO calculés, enfin déclarés dans l'onglet UO sur les patients MCO, pas du tout. L'onglet, enfin Arcane n'a plus rien à voir ici, c'est par rapport aux UO que l'ATIH calcule par rapport aux informations qu'elle trouve dans votre PMSI. Donc, c'est là où il faut que vous ayez une intervention d'un DIM, de quelqu'un qui soit capable d'analyser Visual ENC pour comprendre les UO du PMSI. Et pour dire, bah oui, au PMSI, on en a. Donc, c'est là où quelquefois les établissements nous disent, bah au PMSI, on n'est pas exhaustif parce que on a un laboratoire, on a une interface laboratoire qui se fait mal. Donc, on sait que nos informations de PMSI sont pas exhaustives. Mais par contre, dans notre recueil dans Aramis, on sait que là, on a pu recueillir la totalité de l'information métier et on sait qu'on est juste. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le regarde. Si personne ne va regarder cette information, on n'aura jamais l'explication. Donc, les informations, on n'a pas forcément repris tous les tableaux de contrôle, mais les premières informations des tableaux de contrôle, les premiers tableaux de contrôle les plus importants, le plus important, c'est le 410. Le 410, notamment, si vous n'avez pas renseigné les ICR dans l'onglet UO, comme je vous le disais tout à l'heure, le tableau, il va pas se calculer. Donc déjà, on a une première problématique, c'est qu'on n'aura pas les éléments. Et après, l'information du tableau 410, ce qu'il faut comprendre, c'est les terminologies. Quand il y a écrit paramétrage incorrect, c'est pas forcément un paramétrage Arcane ou Aramis qui ne convient pas. C'est que par rapport au séjour que tu es en mesure de contrôler la TIH, c'est-à-dire qu'il faut pas que, il faut que les SAMT puissent être identifiés par rapport à la nature des actes. On constate plus de 10% des séjours qui présentent un écart entre
ce que l'ATIH a calculé à partir du PMSI et ce que vous avez renseigné en fichier 3. Si vous avez une information, quelques atypies sont constatées, ça veut dire que sur tous les tableaux, sur tous les séjours qui ont pu être contrôlés, il y en a moins de 10% qui ont un écart, mais il y a des écarts. Et si tout est OK, c'est que sur les séjours qui ont pu être contrôlés, il n'y a pas d'écart. Donc, les séjours en écart, les séjours en atypie, je le redis, vous les retrouvez dans Visual ENC qui va vous permettre de télécharger un classeur Arcane avec un onglet qui parle du tableau de contrôle et qui vous met en colonne le séjour, le numéro de séjour, etc. et pourquoi il y a des écarts. Ensuite, les tableaux de contrôle un petit peu importants, c'est concernant la dialyse, vous avez deux tableaux de contrôle, le 4.1 et le 4.11. Le 4.1, il va contrôler que les séjours rattachés à une SAMT, enfin les séjours de dialyse, les séjours et séances de dialyse sont correctement rattachés, soit sur une SAMT de dialyse, soit sur une SAC, mais dans ce cas-là, vous allez être en mesure d'expliquer. Donc là, c'est un contrôle du rattachement lien UMSA, donc fichier 1, ou de façon aléatoire fichier 2 quand vous faites le fichier 2, et notamment les établissements de dialyse qui font tous le fichier 2. Et ça va aller regarder donc que les séances, ça va nous dire les séances, elles sont dans telle et telle section. Si elles ne sont pas sur des SAMT de dialyse, on va vous poser des questions et on va vous demander de le justifier. Il peut y avoir donc des cas où on va avoir des séances de dialyse rattachées à des sacs. À ce moment-là, ce qu'on va vous demander de vérifier, c'est est-ce que le séjour a tout de même en fichier 3 ses UO de dialyse correctement déclarés s'il a quand même consommé des UO du plateau de dialyse. Je peux avoir une séance que j'ai rattachée à de la médecine parce qu'il a été accueilli en médecine ambulatoire, mais s'il a été emmené lors de son séjour ambulatoire sur le plateau de dialyse, je vais attendre des UO en fichier 3 et c'est là qu'on va le voir sur le tableau 4.11 puisqu'on va avoir des séances et ça va nous dire, ben, nous, la TIH, par rapport aux actes de dialyse, on s'attend à un certain nombre d'ICR et est-ce qu'on a ce nombre d'ICR dans votre fichier Aramis? Et notamment, donc, les séances qui seraient rattachées à une SAC, mais pour lesquelles vous auriez oublié les UO en fichier 3, on pourrait les retrouver en écart. Là, on est en charte qualité avec le fait que, normalement, on ne doit pas avoir plus de 5 points d'écart entre les actes déclarés, enfin, les actes déclarés en fichier 3 et les actes théoriques calculés. Avec le fait que souvent, là où on a un écart significatif, c'est sur la réanimation, puisque souvent les dialyses réalisées en réanimation sont réalisées avec des dialyseurs du service de réa. Donc forcément, en fichier 3, vous n'allez pas dire ah ben on avait un patient en réa qui était intubé, ventilé, et on est allé le promener sur le plateau de dialyse pour utiliser les équipements. C'est pas vrai. Sur la réa, les équipements sont affectés à la SAC de réa, donc vous avez raison de ne pas mettre du haut en fichier 3 pour ne pas aller mettre des coups d'un plateau qui n'a pas été utilisé. On a également des choses sur le parcours d'aphérèse, donc savoir où sont rattachés les SAMT d'aphérèse. Donc, pour les établissements qui auraient des SAMT d'aphérèse significatives, donc on essaye de cibler ceux qui ont, on va dire, plus de 100, 150, 200 séances d'aphérèse pour vous inciter à créer une SAMT d'aphérèse pour rattacher vos séjours. Dans la pratique, souvent, ces séjours sont soit rattachés au plateau de dialyse, soit rattachés à une SAC de néphro. Et donc là, c'est un parcours qu'il faut valider avec votre superviseur pour s'assurer que vous ne seriez pas en mesure de suivre une section d'aphérèse dédiée. Et là, de la même façon, on a un suivi du rattachement lien UMSA où est rapatrié le séjour. Et si on a des actes, si on a déclaré un plateau d'aphérèse, eh ben, où sont réalisés ces actes et les déclarer en fichier 3. Et là, comme on avait le tableau 4.11 en dialyse, on a le tableau 4.15 en aphérèse. Sur la radiothérapie, pareil, on a un tableau de parcours
c'est-à-dire où sont les séances et les séjours de radiothérapie. Donc, est-ce que j'ai bien ma radiothérapie rattachée à une SAMT de radiothérapie? Et si j'ai autre chose sur ma SAMT de radiothérapie, pourquoi? Donc là, j'ai par exemple des séances de radiothérapie qui sont rattachées à une sac de chimio, et j'ai une séance de chimio qui est rattachée à une SAMT de radiothérapie. Donc tout ceci, c'est du contrôle de fichier 1 ou de fichier 2. Est-ce que j'ai bien mis mon séjour au bon endroit? Et du moment que j'ai mis mon séjour rattaché à une SAMT, ce séjour, comme les dialyses et comme la phérèse, il n'aura des charges que s'il a des UO Aramis correctement déclarés en fichier 3. J'ai une dialyse rattachée au plateau de dialyse. Si mon plateau de dialyse, son UO, c'est l'ICR, pour que la séance de dialyse ait bien ses coûts, il va falloir qu'en fichier 3, j'ai pour chacune des séances déclaré correctement le nombre d'UO du plateau qui a été consommé. Donc, de la même façon, on a une comparaison entre les UO déclarés dans le fichier 3 et les UO que l'ATIH calcule à partir des actes de radiothérapie qui sont renseignés au PMSI. Et de la même façon, ici, on a un taux global ou de taux de charte qualité où normalement, on ne doit pas avoir plus de 5 points d'écart. C'est-à-dire qu'il faut que ici, on soit entre 95 et 105% d'écart. Et sur ce tableau, je vais avoir aussi, ici, j'ai des séances où j'ai un écart. Cet écart, on voit qu'au global, il n'est pas très significatif. Donc, je suis dans la charte qualité. Ce qui est aussi important ici, c'est de regarder les séances ou les séjours qui, alors qu'ils ont des actes de radiothérapie dans le PMSI, ils n'ont aucune UO renseignée en fichier 3. Là, ça va poser le problème que si j'ai rattaché une séance sur mon plateau de radiothérapie, si je lui mets aucune UO, je ne vais avoir aucune charge, enfin, aucun coût du plateau ventilé sur cette section, sur cette séance. Et de la même façon, ici, sur la phérèse, si je déclare un plateau d'aphérèse, j'ai des UO et là, je vais constater que j'ai des séances ou des séjours qui, eux, n'ont aucune UO. Donc, s'ils sont rattachés à un plateau d'aphérèse, eh ben, ils auront aucune charge. Et de la même façon, sur la dialyse, si ici, j'ai rattaché mes dialyses sur un plateau de dialyse, si en fichier 3, je ne viens leur donner aucune UO, eh ben, ils auront aucune charge. Donc, je vais avoir des séances dialyse, aphérèse ou radiothérapie qui n'auront pas de charge et qu'on va très souvent retrouver dans un des derniers tableaux 4 que l'on regarde. Sur les parcours de radiothérapie, curie-thérapie, alors c'est en curie-thérapie, on a tout un parcours où on va vous poser des questions sur est-ce qu'on a des UO, des séjours rattachés au bon endroit et des UO qui sont corrects par rapport à ce qu'on attend par rapport au type de parcours du patient. Donc là, vous allez retrouver dans les consignes de début de campagne tous les parcours qui sont décrits en disant bah, ce GHS, normalement, c'est ce traitement-là. Donc, on s'attend à ce que ce patient, ben, on lui mette un vecteur. Ce vecteur, normalement, on le met dans un bloc qui est dédié ou pas dédié. Et puis après, il passe sur une SAMT. Donc, normalement, il doit avoir des UO sur une SAMT. Donc, tous les parcours vous ont été décrits. Ça a tout été repris avec des CLCC qui nous ont aidés à travailler là-dessus. Donc, les parcours sont décrits. Et quand on a des questions ici à justifier ou à corriger, ben, soit on vous demande de revoir votre fichier pour remettre les UO là où elles ont été réalisées, vous avez oublié la pose de vecteur, soit au contraire, vous allez nous dire, bah, nous, chez nous, ça se passe pas comme ça. En fait, le vecteur, on le met quand le patient est dans le fauteuil et on l'enlève tout de suite. Et donc, ça se fait dans la SAC et pas dans une ESAMT, ou ça se fait dans la même ESAMT et on n'a pas besoin d'avoir des UO sur un bloc. Donc là, ce parcours, c'est à vous de nous l'expliquer. Ça ne veut pas forcément dire que c'est faux, mais il faut que vous nous expliquiez comment se fait le parcours de soins par rapport au parcours de soins théorique qui a été largement détaillé dans les consignes.
Sur les chimiothérapies, pareil, on va avoir un tableau où on va vous demander d'expliquer où sont faites les séances de chimiothérapie ou les séjours avec chimiothérapie. Donc toujours pareil, normalement on attend les séances de chimio en sac de chimio ou sur des sacs HDJ très typés sur des traitements plutôt de cancéro ou d'HDJ, de médecine HDJ, puisque, attention, ici sont typés séances de chimiothérapie, même les chimios non tumorales. Donc ne vous ciblez pas sur uniquement séances chimio-cancéreuses. Les chimios non tumorales sont aussi analysées ici. Donc là, pareil, il va falloir justifier, est-ce que ma séance, elle est bien rattachée là où elle est faite? Et surtout, on va comprendre que des séances ne soient pas faites forcément dans une sac dédiée de chimiothérapie, mais on va alors à ce moment-là bien vous demander de vérifier que vos charges sont bien ventilées là où la séance a été réalisée. Ensuite, on va retrouver dans le tableau 20 les suivis au séjour. Donc on en reparlera on en reparlera aussi la prochaine fois. Mais Marie vous a parlé tout à l'heure des tableaux 2, 3 où on avait les taux de suivi au séjour. On peut avoir des très bons taux de suivi au séjour et avoir quand même des séances de chimio qui n'ont pas un très très bon taux de suivi des charges au séjour. En fait, très souvent, à partir du fiche comp, vous suivez les listes en sus. C'est un petit peu plus difficile de suivre les spé pharma non facturables en sus et il n'y a pas de charte qualité sur les ATU. Donc on peut avoir ici des séances avec notamment le non tumoral avec du non liste en sus ou des ATU ou pour lesquels vous ne faites pas très bien votre suivi parce qu'il n'est pas dans la charte qualité. On vous incite au maximum de faire un très très bon suivi sur vos séances de chimio, d'autant plus si elles sont un petit peu noyées pour certaines, noyées dans des sacs non spécifiques. À ce moment-là, on vous dit, ben, essayez de faire le meilleur taux de suivi sur vos séances de chimio, de façon à ne pas dénaturer les coûts par rapport aux sections où elles sont ventilées. Sur les ACP, on a un tableau de contrôle 4 qui va regarder les séjours qui ont des actes d'ACP au PMSI et vérifier si vous avez bien un recueil d'actes ACP dans votre fichier 4. Attention, là, ça vient contrôler le fichier 4. Si vos actes d'ACP sont réalisés par un prestataire sous-traitant, le tableau va sortir en anomalie puisque ça va vous dire, ah ben non, tu n'as aucun recueil. En fait, oui, tu n'as aucun recueil en fichier 4 puisque tu le suis en fichier 7. Là, c'est là où vous pouvez avoir des explications sur des problématiques de remontée en disant, ben, en fait, dans notre recueil d'ACP, on est exhaustif. Par contre, au PMSI, ben, on les remonte pas forcément tous, soit parce qu'on a des problèmes de passerelle, soit parce que c'est pas codant, donc on les remonte mal, etc. Mais c'est des choses à justifier à votre superviseur. Et donc, je rappelle, tous les établissements, notamment les établissements ExoQN ou les établissements qui travaillent en sous-traitance sur les ACP, vous sortirez forcément en problématique. Donc, ça ne concerne que les établissements qui suivent des ACP en UO métier renseigné en fichier 4. Sur les comparaisons entre UO attendu et donc recalculé à partir du PMSI et les UO déclarés dans votre fichier 3, on a également le tableau 4.14 et plus loin on aura le 4.18, c'est-à-dire ce que vous déclarez sur les blocs et sur les anesthésies. Donc, on va avoir des tableaux qui vont nous dire, là, on a des séjours et des séances qui, de par ce qu'on retrouve dans le PMSI, ont des actes qui relèvent d'actes d'anesthésie. Donc, c'est pas nous qui l'inventons, c'est par rapport à la nature de l'acte qui a été typé comme ça. Et après, ça vient dire, sur ces séjours-là, bon, ben, est-ce qu'ils ont bien tous des UO sur la SAMT anesthésiologie en fichier 3? Et là, ça veut dire UO en fichier 3 sur la SAMT anesthésiologie. Donc, si vous êtes allé les coller ailleurs, ben, ça sort en écart.
Et dans ce que vous avez déclaré, la TIH va dire, bah, par rapport aux actes identifiés à anesthésie, nous, on les a convertis en UO et on s'attend à presque 900 000 UO, mais vous en avez déclaré 100 000 de plus. Et donc là, on va dire, ben, il y en a 900 000 de plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des séjours qui sont en écart. Donc, non seulement il y a des séjours en écart, mais en plus, ils ont plus du haut. Cet écart, il est plus du haut. Donc là, on est sur une problématique de charte qualité, puisque de même que sur les autres tableaux qu'on a vus tout à l'heure, on a un, un contrôle à 95 ou à 105%, c'est-à-dire qu'on a une marge de manœuvre de 5% d'écart, et au-dessus de 5%, eh ben, il va vraiment falloir pouvoir le regarder. Donc, nous, superviseurs, ben, on va vous dire ça contrôle que les séjours en C qui ont de l'anesthésie. Donc déjà, ben, on va vous dire comment quelqu'un pourrait avoir un séjour en C mais ne pas être anesthésié. Donc là, on vous posera la question et après, on va vous demander de regarder les cas. Et là, les cas, il faut que vous reveniez à Visual ENC qui va vous sortir des atypies. Alors, ça ne veut pas dire s'il y a 150 ou 300 ou 500 dossiers de tous les regarder, mais peut-être de vous croiser sur certains GHS, sur certaines données, pour que vous puissiez regarder et savoir si pour vous c'est cohérent ou si vous avez fait une erreur dans votre fichier 3. Et de la même façon, sur ces séjours en C, qu'il y a un contrôle sur les actes d'anesthésie, il y a un contrôle sur les actes de chirurgie. C'est-à-dire, ça vient dire, est-ce que tous les séjours chirurgicaux ont bien des ICR sur une SAMT de nature chirurgicale? Parce que je vois pas bien comment un séjour classant chirurgical, on est bien sur une notion d'acte classant sur un GHS en C, comment il ne pourrait ne pas y avoir du haut sur une SAMT qui réalise des actes classants. Donc souvent, on va être pointilleux là-dessus en vous disant, mais ici, ça veut dire qu'on a des séjours pardon, ici, ça veut dire qu'on a des séjours qui n'ont pas de SAMT identifié réalisant des actes classants. Et donc là, il faut que vous alliez dans Visual ENC. Alors, les pistes, ça peut être, ah ben l'acte, il était l'année dernière, j'ai fait mon extraction du 1er janvier au 31/12, pas de bol, le patient a été opéré au mois de décembre de l'année d'avant. Donc là, il faut revoir votre extraction pour bien remettre les UO corrects et l'intégralité des UO, quand bien même ont-elles été réalisées l'année d'avant, soit vous vous êtes fourvoyé et vous avez mis les ICR sur une SAMT incorrecte. Donc ça, c'est très important puisque c'est l'UO de typage du GHS. Et de la même façon, on va donc avoir la TIH qui va pouvoir avoir identifié par rapport aux actes au PMSI les séjours où elle s'attend à trouver des choses et où elle a rien et où on va vous demander de faire des vérifications. Euh, Après, on a un contrôle là sur les sacs, c'est-à-dire savoir si les séjours ambulatoires sont bien sur des sections ambulatoires. Petit bémol, sur les sections sur les établissements qui rattachent des séjours endoscopie à la SAMT endoscopie, vous allez avoir une grosse anomalie. Mais sinon, bah, on s'attend à ce que les séjours ambulatoires soient plutôt dans des sections ambulatoires ou que vous expliquiez vos ambulatoires, soit vos ambulatoires soit forains, soit, mais normalement vous l'avez d'ores et déjà expliqué dans le tableau 2.8, pourquoi vous avez des sections HC qui ont beaucoup d'ambulatoires. Sachant qu'on est sur des séjours en J, donc on est sur de l'hospice, enfin on est sur de la chirurgie, on n'est pas sur de la médecine. Sur les séjours de réanimation, là je passe très très vite parce que je vous renverrai à la diapo, vous verrez avec votre superviseur si vous avez des questions sur ce contrôle-là. Vous utilisez à 99% tous le fichier automatique, ce qui fait qu'il n'y a pas d'anomalie dans le tableau 4.5. Donc ça vaut pas la peine vu qu'on est en retard de passer là-dessus. J'insiste plutôt sur le 4.16 qui est la comparaison des passages aux urgences. Même chose que pour le bloc. Attention, si on a un séjour qui a eu un passage aux urgences en 2022 et qui est sorti en 2023, il faut bien qu'en fichier 3, vous renseigniez son passage. Quand bien même il a consommé l'UO l'année dernière, il faut bien qu'il ait la charge de cet UO. Donc faites bien attention à ça.
Et puis après, on peut avoir des écarts résiduels. Quelquefois, on a des établissements, notamment des établissements avec des maternités, qui nous expliquent qu'en fait, il y a un mode d'entrée urgence, mais où en fait l'urgence est accueillie directement dans le service. Et donc, c'est normal de ne pas mettre du haut sur la SAMT urgence puisque la patiente n'a même pas, n'a pas fait son entrée dans l'urgence, mais directement dans le service. Et je vous disais, donc ensuite, on a les tout derniers tableaux sur les séances sans charge. Donc, on va avoir le 4-21 avec des séances de transfusion sans produits sanguins labiles. Alors, il faut le regarder. Normalement, vous avez un suivi des produits sanguins labiles à 98%. Donc, il faut bien penser, quand vous faites votre fichier 3, de bien mettre le coût des produits sanguins labiles sur chacune des séances du patient et pas sur une des 3 séances d'un même patient. Euh, donc, parce que ce tableau ne va contrôler que les consommations des 602,15, donc des produits sanguins labiles. Soit regarder s'il y a une erreur de codage. J'ai transfusé autre chose qu'un produit sanguin labile et je suis venu coder une séance de transfusion. Et donc, il va falloir le regarder, nous l'expliquer et éventuellement corriger vos transcodages ultérieurement. Après, on a le 4-22 sur les séances avec DMI. Normalement, une séance, ben, on ne passe pas au bloc. Donc, on peut avoir quelques cas où le jour d'une venue d'une séance, on va avoir une problématique sur la fistule ou une problématique sur la boîte de cathé. Et donc, on va faire ce même jour-là une intervention qui va amener à installer un DMI au patient, mais on n'a pas le droit de faire deux choses à la fois. Donc, on a codé qu'une seule séance de chimio. Donc, on va expliquer, bah oui, j'ai suivi mon DMI parce qu'il avait bien été implanté à ce patient. J'ai pas pu coder autre chose, donc c'est normal. Mais sauf ces explications, ça sera pas normal d'avoir des DMI sur des séances. Et on a le tableau 423 qui rejoint un petit peu un des premiers tableaux que vous a expliqué Marie tout à l'heure avec les extrêmes hauts sur les valeurs en fichier 7 où on avait les coûts très bas, les coûts très hauts et les coûts moyens. Donc là, on va relever souvent de ça, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer les séjours qui ont des montants très élevés. Donc là, vous retrouverez dans le guide de lecture des tableaux de contrôle quel montant maximum est repris. Et là, on va vous demander forcément de nous l'expliquer parce que sinon, par suspicion d'erreur, la donnée pourrait être sortie de l'étude alors même qu'elle serait valable. Donc là, souvent, on vous dit bah, c'est quel type de prise en charge, c'est quelle molécule, pourquoi c'est aussi cher. Et en général, il y a très peu de séjours et vous êtes capable de l'expliquer si quelqu'un prend la peine de regarder ce point. Et toujours pareil, tout ceci, vous allez le retrouver dans Visual ANC, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de retourner retrouver votre séjour en fichier 3 en disant mais mon Dieu, où c'est que j'ai un gros montant. Juste Visual ENC va vous identifier le séjour en vous disant le truc qui a 45 000 euros de spé-pharma non facturable en sus, c'est lui. Et à ce moment-là, vous pouvez très vite orienter la recherche et l'analyse. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais pour ce premier webinaire.